Au début des années 2010, le monde bancaire se croit fort derrière ses murailles de verre et de chiffres. Les tours des institutions financières se dressent dans le ciel d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord. Les coffres sont blindés, les sas verrouillés, les caméras veillent. Mais une autre porte s'ouvre, invisible. Elle ne grince pas, elle ne claque pas. Elle n'a ni charnière, ni poignée. Elle s'ouvre dans les circuits, dans les fibres, dans la lumière froide des écrans. La banque en ligne se généralise. Le réseau SWIFT pulse jour et nuit comme un cœur mondial qui propulse des milliards à travers les continents. Les systèmes internes de traitement des transactions se déploient dans chaque établissement. Serveurs alignés comme des légions de métal, bases de données profondes comme des mines d'or, écrans chargés de chiffres qui courent à toute vitesse. Les rapports de cybersécurité tombent, année après année. Kaspersky Lab, Group IB, FireEye, d'autres encore. Tous écrivent la même mise en garde. Les attaques se multiplient. Les institutions financières sont désormais des champs de bataille. Des sommes disparaissent déjà, happées par des fraudes en ligne, des vols de données, des campagnes malveillantes. L'IC3 du FBI, Europol, publie des chiffres. Les pertes augmentent. Les colonnes de montants s'allongent comme des ombres au crépuscule. Pourtant, à cette heure, nul ne voit encore se lever un seul nom, un seul groupe, qui ose viser le cœur même de la forteresse bancaire, ses systèmes internes, ses nerfs, ses organes vitaux. Les assauts connus frappent la surface. Les clients, les cartes, les mots de passe. On surveille les façades, on renforce les guichets. Mais au fond des réseaux, le sol commence à trembler. Une opération sans précédent prend forme, lentement, méthodiquement, dans l'ombre. En 2013, des signaux faibles apparaissent d'abord à l'Est. En Russie, en Ukraine, dans les pays de la communauté des États indépendants, les premières cicatrices techniques se gravent dans les journaux des systèmes. Des banques constatent des anomalies étranges. Des équipes locales de réponse à incidents, des CERT nationaux, des sociétés privées se penchent sur des écrans saturés de logs. Les lignes de texte défilent. Quelque chose ne va pas. Ici, un poste interne reçoit un courriel ciblé, parfaitement crédible, destiné à un employé précis. Là, une pièce jointe s'ouvre. Un document Word, un fichier Excel, une présentation PowerPoint. Rien de spectaculaire en apparence. Un simple clic, comme tant d'autres dans le fracas quotidien des emails. Mais derrière ce clic, une brèche s'entrouvre. Une vulnérabilité de Microsoft Office, une faille de Windows, une porte cachée dans le code. Et soudain, un implant s'enfonce dans la machine comme un poison silencieux. Les analystes examinent le code. Ils découpent, ils comparent, ils remontent des liens. Parmi ces souches se dessine une filiation troublante. Ils reconnaissent l'ombre d'un ancien outil, Carberp, déjà connu dans d'autres campagnes criminelles. Mais ici, la créature est différente, modifiée, aiguisée pour les banques. D'autres fragments évoquent une campagne baptisée Anunak, qui s'en prend aux entreprises de paiement, aux terminaux de points de vente. Peu à peu, l'ensemble se rassemble, comme un visage qui émerge de l'obscurité. Un nom s'impose, Carbanak. Fusion de Carberp et d'Anunak, symbole de cette mutation criminelle tournée entièrement vers les institutions financières. Le baptême vient plus tard, dans les laboratoires de Kaspersky Lab. Mais déjà, en 2013, les premières traces de ce futur géant se répandent sur des machines russes, ukrainiennes, puis au-delà. Le futur groupe Carbanak teste ses armes, jauge les défenses, explore les réseaux. Il agite encore dans le silence. Personne ne prononce son nom. Pourtant, il est là. Derrière ce code, derrière ces paquets qui filent à travers les câbles, se trouve un groupe humain, invisible, mais réel. Les rapports techniques et les enquêtes judiciaires, plus tard, esquissent son visage collectif. Un regroupement de cybercriminels, organisés, structurés. Ils opèrent depuis des terres de l'ex-URSS, entre appartements anonymes et cafés au néon pâle, entre ordinateurs portables et téléphones jetables. Pas de bannière, pas d'emblème, mais une discipline, une méthode, une ambition. Au cœur du groupe, des développeurs forgent les malwares comme des forgerons de l'ombre. D'abord Anunak, puis Carbanak, plus tard Cobalt et d'autres héritiers. Chaque famille de code est une arme, chaque module, une lame. Autour d'eux, des opérateurs d'infrastructure dressent les serveurs de commande et contrôle. Ils montent des machines dans des pays lointains, louent des hébergements sous de fausses identités
ou prennent le contrôle de serveurs compromis. Ils tissent une toile mondiale de points d'appui. Plus bas dans la hiérarchie, les money mules, ces mules financières, attendent leur heure. Ce sont des hommes et des femmes qui louent leur identité, leur compte bancaire, parfois leur simple présence devant un distributeur automatique. Ils ne voient qu'une infime part du plan, mais sans eux, l'argent n'a pas de main pour sortir des murs. Enfin, au-dessus, des coordinateurs orchestrent l'ensemble. Ils choisissent les cibles, décident des montants, synchronisent les attaques. Eux demeurent longtemps sans visage, protégés par des pseudonymes, par des distances, par des frontières. Face à eux, les victimes s'ignorent encore les unes les autres. Elles sont nombreuses, dispersées. Banques commerciales et institutions financières, en Russie, aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, en Ukraine, au Canada, en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne, en Norvège, en Suisse, en Inde, au Pakistan, au Népal, à Hong Kong, à Taïwan et dans d'autres pays encore. Selon les chiffres qui surgiront plus tard, au moins 30 nations portent déjà, à cette époque, la marque invisible de la même main criminelle. Pourtant, dans les rapports publics, les noms des banques restent le plus souvent cachés. La confidentialité les enveloppe comme un voile. On ne voit que les contours. Une institution en Espagne perd plusieurs millions, une autre en Asie subit des retraits massifs, une autre encore en Europe découvre des transferts anormaux. Chaque établissement connaît sa propre blessure, souvent profonde, parfois chiffrée en dizaines de millions de dollars. Mais presque aucun ne sait que cette blessure appartient à une plaie mondiale en train de s'ouvrir. Dans les coulisses, certains acteurs commencent à rassembler les indices. À Moscou, l'équipe GRIT de Kaspersky Lab examine les malwares envoyés par des banques inquiètes, par des CERT débordés. Les analystes alignent les échantillons, tracent les flux, remontent les infrastructures. Interpol et Europol s'intéressent à ces signaux. Ils observent, prudents. Les services nationaux d'enquête guettent, souvent en silence. En Espagne, une unité spécialisée de l'Audiencia Nacional suit déjà certains fils qui, des années plus tard, mèneront à un homme arrêté à Alicante. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'est encore clair. Nous sommes dans la phase où l'orage se forme au loin, derrière la ligne d'horizon. On entend seulement un grondement sourd. Il se confond avec le bruit du monde numérique. Les banques, elles, continuent leur course. Chaque jour, des millions de transactions partent et reviennent. Les serveurs tournent, les écrans s'illuminent, les chiffres dansent. Dans les souterrains invisibles d'Internet, les criminels, eux, terminent la mise en place de leur infrastructure. Ils choisissent des pays répartis sur plusieurs continents. Là, ils installent des serveurs C2, ces centres de commandement à distance. Parfois, ils compromettent des hébergements existants, y greffent leurs propres services clandestins. Parfois, ils louent directement, mais sous des identités inventées, avec de faux papiers, de fausses entreprises. Chaque serveur devient une tour de guet, chaque adresse IP, un poste de commandement. Ils enregistrent des noms de domaine qui paraissent anodins, presque banals. Certains imitent des services légitimes, des outils internes d'entreprise, des portails de mise à jour. D'autres arborent des noms techniques, crédibles, qui ne suscitent pas la méfiance des administrateurs trop pressés. Derrière ces façades numériques, les ordres s'apprêtent à circuler. Les virus obéiront. Les écrans s'ouvriront. Pour empêcher tout regard indiscret, les criminels enveloppent leur communication de chiffrement. Les machines compromises parlent au serveur C2 dans un langage secret. Les configurations sont cryptées. Des protocoles propriétaires voyagent au-dessus de HTTP ou de HTTPS, se camouflent dans le trafic banal du web. Aux yeux d'un observateur inattentif, tout ressemble à un échange ordinaire. En réalité, des instructions précises transitent. Télécharger tel module, exfiltrer tel fichier, enregistrer telle séquence vidéo. Le destin de la banque se joue souvent sur un réflexe humain. L'employé ouvre le fichier. Une animation se lance. Un message lui demande d'autoriser le contenu. Il clique encore. Au même instant, un exploit s'active dans l'ombre du document. Une vulnérabilité connue, décrite dans un registre public, est utilisée comme un pied de biche invisible. Le système cède, sans bruit, sans alerte visible. Le malware principal, d'abord Anunak, puis Karbanac, s'installe alors sur la machine. Il ne se contente pas d'apparaître, il s'accroche. Dans les profondeurs du système Windows, il inscrit son nom dans certaines clés de registre. Il crée des services discrets. Il planifie des tâches qui se relancent après chaque redémarrage. Même si l'utilisateur éteint son ordinateur,
Même si un technicien le rallume et regarde vaguement les processus en cours, l'implant reste là, accroché comme un parasite aux parois du système. À partir de ce moment, la machine compromise devient un point d'ancrage. Les capacités de Carbanac sont vastes. Il agit comme un RAT, un Remote Access Trojan complet. Les criminels, depuis leur repère lointain, peuvent exécuter des commandes comme s'ils étaient assis devant le clavier. Ils téléchargent et exfiltrent des fichiers. Ils installent, au besoin, d'autres modules malveillants qui ajoutent des fonctions spécialisées. Surtout, ils observent. Carbanac enregistre l'écran en vidéo, capture régulièrement des images fixes. Les attaquants regardent ces séquences comme on regarde un film documentaire sur la vie interne d'une banque. Ils voient quels logiciels sont ouverts, comment les employés naviguent dans les applications de paiement, comment ils valident une transaction, comment ils se connectent au serveur Swift, comment ils accèdent au système qui gère les distributeurs automatiques de billets. Le malware écoute aussi les touches du clavier. Chaque frappe est enregistrée, chaque mot de passe, chaque identifiant. Les attaquants récupèrent ainsi les clés qui ouvrent les coffres numériques. Ensuite, ils avancent. Le mouvement latéral commence. Ils utilisent des outils légitimes, comme PSExec, ou des logiciels d'administration à distance déjà présents dans l'entreprise. Ils fouillent les partages réseau, explorent les serveurs, escaladent les privilèges. Leur but n'est pas de faire du bruit. Ils ne chiffrent pas les données, ne détruisent pas les systèmes. Ils veulent comprendre et prendre le contrôle. Ils repèrent les serveurs les plus sensibles, ceux qui traitent les transactions, ceux qui orchestrent les transferts internationaux, ceux qui commandent les DAB, ceux qui parlent au réseau Swift. Chaque serveur identifié est une position stratégique conquise dans la forteresse. Pendant ce temps, à la surface, entre 2013 et 2014, les banques voient seulement les symptômes. Des retraits anormaux ont lieu à des distributeurs automatiques dans plusieurs pays. Parfois, un DAB commence à cracher des billets sans qu'aucune carte ne soit insérée. Des caméras de surveillance montrent un individu qui s'approche à l'heure exacte, tend les mains, récupère les liasses, puis s'éloigne calmement. Ailleurs, des transferts internationaux étranges apparaissent dans les systèmes. Des montants importants, des bénéficiaires inconnus, des comptes ouverts à Hong Kong, en Chine, en Europe, dans des juridictions que peu de gens dans la banque connaissent. Des modifications de solde se produisent, apparemment sans cause. Un compte voit son montant grimper soudainement. Une différence est transférée vers une autre banque, vers un compte tenu par une mule. Puis, le solde initial est rétabli. Sur les relevés internes, rien ne paraît anormal au premier regard. Les livres sont à l'équilibre. Les écarts se cachent dans l'ombre de la manipulation. Les services financiers internes cherchent des erreurs. Peut-être une défaillance de logiciel, peut-être une fraude interne classique. Les incidents ressemblent à des affaires déjà vues, à de vieilles arnaques modernisées. Quand une alerte surgit, on parle de rapprochement bancaire à revoir, de contrôle supplémentaire. Mais dans bien des cas, personne ne relie immédiatement ces anomalies à une intrusion profonde, méthodique, menée par un groupe unique qui agit, en même temps, sur plusieurs continents. Pourtant, l'hémorragie est réelle. En additionnant les cas étudiés, en recoupant les témoignages, Kaspersky Lab, plus tard, estimera que les pertes totales se situent entre 300 millions et 1 milliard de dollars américains. Des sommes gigantesques, capables d'ébranler des bilans entiers. Mais à ce moment de l'histoire, aucun chiffre définitif ne s'impose. Aucune autorité judiciaire internationale ne proclame un montant final. La vérité se disperse entre des nations, des tribunaux, des salles de réunion où l'on parle bas, où l'on signe des documents de dédommagement et de confidentialité. Dans cette période, le monde bancaire vit dans une illusion de maîtrise. Il voit des incidents isolés, des fraudes ponctuelles, des erreurs à corriger. Il ignore encore que derrière chaque cas, derrière chaque DAB capricieux, derrière chaque virement suspect, c'est la même main qui agit. Cette main est patiente. Elle ne cherche pas la gloire, elle cherche la discrétion et la répétition. Elle frappe, puis disparaît, puis frappe ailleurs. Ainsi se met en place, entre 2013 et 2014, l'une des opérations criminelles les plus audacieuses de l'histoire financière moderne. Les acteurs ont pris position, les malwares sont prêts, les serveurs C2 répondent, les mules attendent leurs ordres. Les banques, elles, avancent vers le bord du gouffre sans le voir. Mais déjà, dans certains laboratoires, dans certaines unités discrètes d'Interpol, d'Europol, dans les bureaux d'enquêteurs nationaux, des regards s'aiguisent. Les premiers liens commencent à apparaître. Des signatures techniques se recoupent. Des adresses IP reviennent dans plusieurs affaires. Des portions de code identiques apparaissent sur des incidents séparés par des milliers de kilomètres.
Et lorsque ce nom éclate enfin au grand jour, ce n'est plus seulement l'histoire d'un vol, c'est l'histoire d'une métamorphose, celle d'une cybercriminalité qui cesse de frapper les portes pour s'installer à l'intérieur du palais, dans le fauteuil même du banquier.